Rebonjour et rendez-vous donc sur notre deuxième table ronde de la journée, le développement durable au prisme des énergies renouvelables et surtout des acteurs engagés. Pour débattre avec nous, Hermeline Malherbe, la présidente du département des Pyrénées-Orientales, bonjour. Frédéric Bonjour. Duong, président de Nénuphar. Bonjour. Marion Podesta, qui est maître de conférence économie. Oui, bonjour. André Joffre, le fondateur de Texol et président du pôle de compétitivité d'Herby. Frédéric Petit, qui est le responsable développement énergie renouvelable Occitanie chez Valorem. Bonjour. Et Marc Médina, qui est le vice-président délégué au développement durable, à la transition énergétique et au plan climat pour la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée Métropole. Si je me permets, c'est la première fois que je rencontre un nénuphar engagé. Donc je voulais débuter avec vous. Aucun problème. À votre disposition. Alors, racontez-nous un peu, c'est quoi Nénuphar et c'est quoi cet engagement pour les énergies renouvelables? Voilà. Donc Nénuphar, donc c'est une petite start-up, une dizaine de personnes, créée il y a environ 2 ans. Et en fait, nous développons donc des systèmes de technologiques en biologie et également énergétiques. Disons que nos racines sont essentiellement donc l'innovation. On a plusieurs procédés, plusieurs brevets. Également donc les synergies, et ça c'est très important. J'en parlerai assez rapidement parce que j'ai vu tout à l'heure donc que Monsieur Villa avait parlé de son projet. Je suis là qui est un président Et- d'une coopérative agricole. Tout à fait. Et je connais très bien ce projet puisque Union, pardon, oui, effectivement. j'ai été en fait le directeur des études et de la construction de l'UVE de Cals il y a environ une vingtaine d'années, puisqu'on a commencé les travaux en 2000 et on les a terminés en 2003. Donc c'est un projet que je connais par cœur, y compris le réseau de chaleur, bien évidemment. Donc ensuite, on développe également d'autres technologies, notamment la production d'eau douce, voire potable, à partir d'eau salée, d'eau de mer ou dans des étangs. Et ça, c'est à la demande d'une association qui justement développe des plateformes de culture. Et on développe aussi d'autres technologies comme des séchoirs solaires. Nous avons au fond du hall donc quelques exemplaires de ce que nous faisons. Alors justement, cette production de micro-algues, hein, qui donc est un dispositif très innovant et performant, Oui. comment ça fonctionne et comment ça marche et à quoi ça sert? Alors, le fonctionnement est assez simple en fait, en deux mots, en quelques secondes. C'est basé sur On a un peu de temps, ne vous inquiétez pas. des puits de lumière, c'est-à-dire le transport de la lumière, non pas avec des fibres optiques, mais tout simplement avec de l'eau, puisque l'eau est un excellent vecteur de transport de la lumière. Vous avez des jets d'eau, par exemple, colorés, et on voit très bien la lumière se propager dans ces jets d'eau. Donc, c'est cette première concept qui a permis de développer les puits de lumière à l'intérieur de bassins. La deuxième chose, c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est d'augmenter énormément la surface photosynthétique qui donne justement la production de la culture. Et pour cela, donc, on a des surfaces immergées dans des bassins qui sont très importantes. Et donc, c'est vraiment une technologie en rupture totale, qui à la fois est la plus économique qui soit par rapport à des photobioréacteurs. Il n'y a pas plus économique, également extrêmement compacte. Et le gros avantage, justement, j'ai encore une fois les synergies avec la production maraîchère, je connais très bien, c'est que la production de microalgues nécessite de la chaleur très basse température pour chauffer les bassins entre 20 et 25-30 degrés toute l'année, donc une consommation de chaleur basse température toute l'année. Cela consomme également du CO2, que c'est de la photosynthèse, donc c'est un véritable puits carbone. Et aussi important, je pense, au niveau de la région, ça nécessite de la main-d'œuvre agricole. Pourquoi? Parce que c'est comme une surface de production maraîchère, il faut évidemment du personnel agricole. Ça marche déjà? C'est en place? Absolument. Où ça, par exemple? Alors, il y a pour l'instant 2 ans d'expérimentation derrière nous, ce qui est déjà pas mal. 6 mois à l'INRA, à Narbonne, hein, au laboratoire biologique environnemental. 4 mois chez Phycobiotech, 3-4 mois pas très loin d'ici chez Algétique. Et actuellement, nous avons une plateforme expérimentale qui est à Pézières-la-Rivière. Bon, c'est une petite plateforme qui fait 110 mètres carrés plus une centaine de mètres carrés d'atelier qui permet de produire
des microalgues avec ce dispositif. Mais bien mieux que cela, nous avons eu la chance, c'est pas tout à fait la chance, mais disons, nous sommes sur Qualité. oui, le projet européen LiveSpot, donc, qui permettra de dénitrifier l'eau de l'eau potable pour Barcelone. C'est quand même c'est un gros projet. C'est un alors, gros c'est un vrai- projet de 2,2 Ouais. millions d'euros, absolument, oui. D'accord. Absolument. Donc, pour une petite start-up comme la nôtre, nous en sommes très fiers, avec des partenaires espagnols, mais pas que, avec la plus grosse entreprise internationale du traitement de l'eau, qui s'appelle Veolia en l'occurrence, et donc avec qui nous allons installer des équipements de dénitrification d'eau potable. Simplement, pour ceux qui l'ignorent, l'eau potable de Barcelone et d'autres régions d'Espagne, c'est de l'eau de mer qui est donc traitée en osmose inverse, qui consomme énormément d'énergie. Osmose inverse, pardon, ça veut dire. C'est de l'ultrafiltration, D'accord. c'est-à-dire qu'on enlève toutes les molécules autres que l'eau, H2O. Ça, cette ressource en eau et désalinisation Oui. est un enjeu pour quasiment tous nos territoires, en tout cas nous qui sommes bord de mer. Est-ce qu'on peut imaginer cette solution-là, si elle fonctionne à Barcelone, être Partout, d'abord importée ici? partout dans le monde, mais bien entendu dans les régions qui sont en bord de mer, ça va de soi, puisqu'on parle de désalinisation, mais pas que. Quand vous avez dans certains pays en voie de développement des fleuves, des rivières qui sont malheureusement polluées, ce dispositif de désalinisation solaire, entièrement autonome également, peut être utilisé. Il y a aussi une des qualités de votre production de microalgues, c'est la protéine végétale pour l'alimentation notamment des animaux. Tout à fait. Notamment certaines variétés de microalgues, comme la spiruline, ont à peu près 60% de protéines d'excellente qualité. Et cela permet, bien sûr, de substituer partiellement à des protéines animales qui, bon, c'est un comble, mais c'est comme ça, qui sont nourries avec des protéines céréalières. Et donc, ça permet évidemment d'économiser énormément de surface agricole pour nourrir les 10 milliards d'humains en 2050. Juste une dernière question que je poserai à tout le monde. Pour vous, c'est quoi être aujourd'hui un acteur engagé de ces énergies renouvelables? Alors, c'est donc de promouvoir et de développer des technologies innovantes, hein, qui sont à la fois simples, efficaces et économiques. Ça marche? Merci. C'est l'enjeu, je veux dire, c'est l'enjeu pour les années à venir, justement, ce Oui. côté aussi qui marche et économique, retrouver des prix plus compétitifs, fait. des coûts Tout plus à fait. compétitifs, pardon. Oui, et les synergies. Le mot synergie, c'est le maître mot qui permet d'avoir un effet multiplicateur énorme. En clair, 1 plus 1, ça ne fera pas 2 chez Nénuphar, ça fera au minimum 3, voire 10, voire 100. C'est magique, Nénuphar. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à une élue maintenant, hein, puisqu'on est dans ce côté acteur engagé. Hermeline Malherbe, vous êtes la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Et j'allais dire, en quoi ce département est un acteur engagé des énergies renouvelables et du développement durable? Alors le département, pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, est un acteur engagé dans le sens où il peut, comme d'autres collectivités, comme la région et les blocs communaux, si je puis dire, faire le lien entre la recherche, entre l'économie et sous forme de start-up, on voit bien à quel niveau l'innovation est là, et puis l'usage, parce que finalement, c'est le lien avec nos concitoyens, avec les habitantes et les habitants de notre territoire. Alors, on peut voir plus large, mais là, le département, lui, il voit sur le territoire départemental et comment, à travers ces trois dimensions, on répond aux besoins de nos habitants. On a parlé de l'eau, mais là, par rapport aux énergies renouvelables et au développement durable, on a cette dimension de développement des énergies dites renouvelables, c'est-à-dire qui sont pas complètement décarbonées, mais le moins carbonées possible par rapport au charbon ou même au nucléaire, même si ce n'est pas la même chose, encore une fois, en termes de rejet de CO2. Et puis, bien sûr, le lien avec les économies que l'on peut faire, parce que ça fait partie des enjeux forts. Et sur notre territoire, c'est un enjeu d'autant plus fort qu'on a nombre d'habitations qui ne sont pas forcément suffisamment isolées encore. Il y a
très grosse démarche qui est en cours, mais il y a encore du travail. Donc, c'est le lien entre ces différents sujets-là. Pour revenir sur les énergies renouvelables et le département, nous, et à l'époque avec mon prédécesseur Christian Bourquin, on a commencé finalement, et ça parlera sans doute à André Joffre s'il est en ligne avec nous, par Thémis, le site de Thémis que nous avons, j'allais dire, réhabilité. Aujourd'hui, on travaille avec la région, on est en train de constituer le groupement d'intérêt public et avec l'intercommunalité, donc le département. C'est à la fois un site où on a de la recherche appliquée, de la recherche durable aussi, et puis de la sensibilisation au public avec le tourisme scientifique, et puis bien sûr de l'accueil de scientifiques, tout simplement de tout azimut. Et là, on est sur le développement de la recherche sur le solaire spécifiquement, mais toutes les dimensions du solaire, le thermodynamique, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'important pour nous. Donc là, c'est la dimension solaire, et on sait ensuite qu'on peut l'utiliser. Alors nous, on fait partie de ceux qui disent d'abord sur les toits, et on montre l'exemple avec nos bâtiments départementaux. On a un engagement fort avec notre plan d'investissement de pouvoir mettre en place du photovoltaïque sur les collèges, de pouvoir le mettre sur nos différents bâtiments. Du photovoltaïque grâce, là encore, au pôle Derby, et je cite André Joffre parce que c'est lui qui l'a monté à l'époque avec tous les autres, à pouvoir consommer l'énergie qu'on produit, et donc c'est plutôt intéressant. Et puis, l'exemplarité, et puis bien sûr aussi par rapport à ce que l'on met en place sur toutes les autres énergies. On a travaillé il y a quelques années déjà sur le plan bois-énergie. Donc là, on est sur la biomasse, si je puis dire, et comment on transforme notre bois. À chaque fois, le soleil y est pour quelque chose, on est bien d'accord, parce que c'est lui qui nous permet d'avoir les forêts, par exemple. Et même sur le cycle de l'eau, le soleil est important. Pour autant, donc le développement du bois-énergie, là aussi, on a un certain nombre de collèges, un certain nombre de bâtiments, et entre autres les EHPAD également, les établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées qu'on peut chauffer via le bois-énergie. Et puis le développement, particulièrement au département aussi, de l'hydroélectricité à un autre niveau, puisqu'on n'est pas comme EDF, bien sûr, à produire de l'électricité pour le produire, hein, ou comme d'autres, mais comme on a des barrages, on gère un certain nombre de barrages dans le département, en tout cas Lagly et Vinça, eh bien, on voulait que quand l'eau passe, eh bien, on puisse produire de l'électricité. Et vous savez que ça a été un peu compliqué puisque l'assiette fiscale ne nous permettait pas de produire. On a fait ça en 2015. En 2017, on est obligé d'arrêter la turbine. Une collectivité n'a pas le droit, bien sûr, de perdre de l'argent quand elle fait passer l'électricité. Et on a gagné contre l'État en 2019-2020. Et donc, ça y est, on a remis en route la turbine en octobre dernier, en octobre 2020, et on va pouvoir, du coup, mettre en place celle sur Vinça. Donc, tout ça pour dire que dans notre département, on a quand même le premier train électrique énergie renouvelable avec le train jaune, hein, puisque c'est de l'hydroélectricité, qui a plus de 100 ans, je le rappelle. Et puis, on a tout ce développement des énergies renouvelables. On en parlait à l'instant également. Je n'oublie pas le vent et l'éolien. Je sais que ça fait débat. Et d'ailleurs, nous avons participé. J'allais vous en parler, justement, oui. Nous avons participé au débat puisque nous avions voté une motion dans laquelle on demandait un moratoire au service de l'État, ce qui a été plus ou moins fait. C'était en décembre 2017. Hein. C'est ça. Et je sollicite le préfet en janvier 2018. C'était le préfet Vigne, et c'est le préfet Chopin qui a répondu un peu plus tard à cette demande des élus du département, et qui était soutenue par nombre de personnes aussi, pour faire le point sur le fait qu'on puisse... Alors, il y en a qui ne veulent pas développer l'éolien du tout, hein, ça existe, il faut que chacun puisse s'exprimer. Mais là, l'idée, c'était qu'on puisse à la fois pouvoir développer l'éolien sans mettre en péril ni notre économie agricole, ni notre économie touristique. Donc, c'était la demande un peu qui était précisée dans la motion. Et depuis quelque temps, donc, les services de l'État, à notre demande finalement, et grâce au préfet Chopin, ont mis en place une étude. Je sais qu'elle est en cours. Nous n'avons pas encore les résultats. Elle devrait nous parvenir dans quelques temps. Donc, on pourra faire le point sur cette dimension-là. C'est ça l'enjeu.
parce qu'il y a beaucoup de volonté, de bonne volonté pour développer maintenant les énergies renouvelables, le développement durable, mais il y a une sorte d'anarchie. Et c'est ça le rôle des élus, des politiques, justement, de tenter de planifier un petit peu tout ça, toutes ces énergies qui se multiplient, parfois avec beaucoup de très bonne volonté, mais pas toujours de suite. Voilà, enfin, après, les élus peuvent interpeller les personnes en responsabilité. Là, c'est à la fois les services de l'État et au plus haut niveau, le gouvernement et les parlements, pour légiférer de façon plus spécifique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, effectivement. Donc, c'est pour ça que nous, on avait demandé un moratoire et au moins une étude pour qu'il y ait du conseil et effectivement pour que certains élus, vous savez, il y a des communes qui sont en difficulté financière qui c'est bienvenu d'avoir des revenus, des recettes supplémentaires. Et puis, il y a certains porteurs de projets qui sont cohérents, dignes, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément les meilleurs, ou en tout cas que je respecte qu'à moitié, si je puis m'exprimer ainsi, parce que il n'y a pas cette volonté, cette cohérence. Et la cohérence, elle doit venir effectivement au niveau des services de l'État. Il n'y a pas un souci également aussi d'aide, d'appui de certains maires qui n'ont peut-être pas toutes les compétences par rapport à ces activités-là et ces nouvelles énergies-là, et qui peuvent être un petit peu, j'allais dire, bluffés ou doublés par un projet sur leur commune qui, derrière, génère beaucoup de contestations. À la fois, c'est vrai que les élus locaux, mais je ne vais pas parler à leur place, mais ils sont confrontés à ces recettes dont je vous parlais qui arrivent, si on met en place ce genre de choses, et puis la contestation de certains ou certaines. Et donc, je pense qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités, et là, c'est celle de l'État. On avait commencé il y a longtemps, 2009, à être sur des ZDE, des zones pour l'éolien, pour voir où on pouvait le mettre. Ça s'est arrêté à l'époque. C'était le président de la République, Sarkozy. Ça s'est terminé et du coup, il n'y a pas de zone, il n'y a rien. Donc, c'est l'anarchie. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce ne soit pas l'anarchie, tout simplement. Et qu'on puisse aussi bien mettre en valeur les énergies par le vent, mais celles du solaire, quand elles sont justement bien pensées. C'est pareil, on a développé, j'allais dire, tout ce qui est solaire agricole, mais il faut du vrai solaire agricole. On a constaté aussi que parfois, il y avait des serres avec des panneaux solaires et rien dessous. Donc, on travaille avec la chambre d'agriculture, pardon. Donc ça, encore une fois, il y a besoin des services de l'État pour orienter, pour conseiller, pour dire ce qu'on peut faire et ne pas faire sur ces dimensions-là. Et nous, élus, à notre niveau, c'est d'interpeller, de faire remonter aussi ce que disent les usagers, les habitants, et de parfois essayer de proposer aussi des solutions. C'est pour ça que je mettais en avant aussi bien le solaire, le bois énergie, l'hydroélectricité, et on parlait tout à l'heure de CALS. Je veux dire, il y a beaucoup quand même de sources d'énergie renouvelable pour pouvoir avancer. Et finalement, l'énergie, j'allais dire, la plus renouvelable, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et quand on fait des économies d'énergie, quand on investit sur des aides à l'isolation, quand on fait avec la région, parce que ce soit Thémis, mais c'est l'espace info-énergie qui se transforme aujourd'hui en espace régional, mais au niveau du département, on avance aussi dans l'accompagnement des particuliers à isoler. C'est important. En plus, ça a été repris largement par l'État sur ce coup-là. Et nous, ça fait quelques années, une petite dizaine d'années qu'on fait ces aides-là. Et ce dont on parle moins, c'est que pour tout ce qui est bailleurs sociaux et logements à loyer modéré, logements HLM, c'est le bailleur social qui décide. Et donc, le département, pour ce qui est de l'Office 66, qui participe au financement de ces économies d'énergie. Sur l'exemple de Cabestany, tout à côté, où on a un ensemble qui s'appelle Lasbrouche, et qu'on a complètement rénové, en site occupé d'ailleurs, je le rappelle, donc je remercie encore les locataires et les entreprises sur cet aspect-là des choses. Ils ont gagné entre 25 et 30% de pouvoir d'achat par rapport à leur facture d'électricité. C'est pas rien. Ça veut dire en plus qu'on n'oppose pas l'écologie et le pouvoir d'achat, parce que parfois c'est ce que certains ont tendance à faire. Non, on peut avoir effectivement, on peut servir l'ensemble de la population et aller vers plus de développement durable et équitable.
Parfait. Merci Madame Malherbe. Je voudrais enchaîner avec vous, Frédéric Petit. Vous êtes responsable développement donc énergie renouvelable chez Occitanie, chez Valorem, hein. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on parle quand même de Valorem un petit peu de quelques minutes, parce que comment c'est une société qui est toujours indépendante et qui, en Toujours. quoi, une dizaine d'années à peu près, c'est ça, est passée de 12 à 300 collaborateurs. Alors, C'est quoi la un petit peu recette en plus. fait? Ben, c'est du courage, de l'abnégation aussi, parce que Valorem a plus de 25 ans. C'est-à-dire que ça a été fondé avant même qu'on imagine développer de façon massive ou importante les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient. Donc, c'était un pari risqué. Moi, je suis arrivé en fait il y a 20 ans. On était 12. Aujourd'hui, on est 300. Donc, ça ressemble un peu, ça serait d'une certaine manière une entreprise un peu classique. Aujourd'hui, on a 500 mégawatts en exploitation. On vient de passer le térawattheure de production en propre. Qui veut dire, pardon, c'est Voilà, térawattheure, ça ne parle pas trop. Ça fait 1 milliard de kilowattheures et ça correspond à ce que consommeraient sur l'année à peu près 500 000 foyers français moyens. Donc, c'est à la fois petit et beaucoup. Enfin, pour nous, c'est beaucoup en tout cas. Et si vous voulez, c'est une aventure. Alors, on est plusieurs à avoir société à vivre cette aventure, mais l'aventure Valorem, c'est une aventure aujourd'hui classique. On parle de développement des énergies renouvelables, beaucoup d'intervenants ce matin sur cette thématique. Et donc, nous, on se concentre aujourd'hui sur l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, solaire photovoltaïque, et on participe, participer à ce déploiement de l'énergie éolienne offshore flottante en Méditerranée. Il y a un vrai potentiel. Pour une fois, on ne serait pas en retard sur les énergies renouvelables si la région Occitanie, pour le coup, ne lâche pas la bride à ce sujet. Mais voilà, c'est ces énergies renouvelables qu'on développe. Et il y a une vision, Madame la Présidente le disait, il n'y a pas qu'une énergie, ça a été dit précédemment. Voilà, toutes les énergies renouvelables sont envisageables. Et nous, on essaye aussi d'avoir notre pool de projets. Aujourd'hui, Valorem, en fait, c'est une société qui, intégrée, ça veut dire qu'on part de zéro, on part de la feuille blanche, on part d'une proposition que nous, on identifie, que des élus peuvent identifier. On évoquait les élus à travers les ZDE qui pouvaient avoir à l'époque, qu'ils l'ont toujours évidemment, mais le pouvoir de dire nous, on a une vision, on voudrait développer les énergies renouvelables sur notre territoire, quelles sont celles qu'on peut développer. Donc là, on est plus sollicité, on vient répondre à ces questions. Et on va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au démantèlement, parce que c'est quand même la finalité, et c'est la thématique de ce matin, développement durable, c'est-à-dire que c'est des énergies qui sont réversibles. Et si elles ne le sont pas, c'est nous qui prenons, si elles ne le sont pas. Si la loi ne l'encadre pas, comme c'est le cas pour l'éolien, sur le photovoltaïque, nous, c'est des contrats qu'on signe où on s'engage à, par exemple, séquestrer de l'argent qui, dans 10, 20, 30 ans, permettra, si c'est plus Valorem, si c'est plus la société de projet, une réversibilité complète des projets. Donc c'est une vision globale que l'on a. Mais ça, c'est la production d'énergie. Et je dirais que l'impulsion, l'ADN de Valorem, depuis le début, sont toujours les fondateurs qui sont à la tête de Valorem. on réussit à grandir comme ça en restant indépendant d'actionnariat, j'allais dire. C'est pas facile, mais surtout que plus on grossit, plus je dirais que les enjeux sont importants. On est appétissant. Comment? Plus on grossit, plus on est appétissant, c'est ça? Oui, puis plus ça devient compliqué. On a 300 personnes à payer tous les mois quand même, et 300 familles derrière. Et donc, les enjeux ne sont pas les mêmes que quand on est 12, où l'impact est moindre d'une certaine manière. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et on essaye c'est la ligne de conduite qu'on s'est fixée. Il y en a d'autres qui marcheraient, mais l'indépendance nous permet de défricher, d'innover, de tester. Et par exemple, d'avoir été pionnier sur le financement participatif d'un projet d'énergie renouvelable, qui est d'ailleurs en Occitanie, dans le Tarn, sur la commune d'Arfont. Et ça, c'était en 2012, 2 ans avant la mise en place de loi, et fin 2014, par la France pour accompagner ce développement. C'était un pari, ça a pris 3 ans. Aujourd'hui, c'est un salarié qui suit ça à plein temps. Et aujourd'hui, c'est 14 millions d'euros levés, 4000 prêteurs et près de 40 projets. Le profil, ça m'intéresse, ça nous intéresse, pardon. Le profil des prêteurs, justement, sur des projets comme ceux-ci. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que c'est tout profil. Et c'est même des mineurs, c'est-à-dire peut-être des papis, des mamies qui mettent de l'argent pour leurs enfants. Et ça va, je crois que le plus âgé qu'on ait eu, il a plus de 90 ans. C'est tout profil parce que dès le début, la volonté était de permettre l'ouverture du capital ou du financement à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens
d'investir dizaines ou des centaines de milliers d'euros comme les partenaires que l'on peut avoir sur nos projets, comme les collectivités qui ont ce pouvoir pour certaines. Là, c'était une ouverture, suivant les cas, c'est 50 ou 10 euros. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. On peut mettre pour voir, c'est-à-dire on peut mettre du 10 euros, certains peuvent se le permettre. Et la volonté, c'était toujours le fil rouge, c'est de permettre à chacun, en fait, de prendre le train de la transition énergétique et écologique et donc de s'impliquer. Donc l'implication financière, c'est une chose, mais pas que. Je parlais de presque plus de 14 millions d'euros levés en financement participatif. Ces 14 millions, il y en a 2 millions qui sont en actionnariat. Et en actionnariat, vous parlez de profil, ce n'est pas que des citoyens, c'est aussi des collectivités locales sous différentes formes. On a par exemple, on va beaucoup plus loin et on n'est pas les seuls évidemment, on va sur aussi la gouvernance, c'est-à-dire le territoire, qu'il investisse et que les fruits de ces projets reviennent sur les territoires. C'est l'idée de base, mais qu'en plus ils participent. Sur un projet éolien, on consulte les élus des territoires, Madame en parlait. C'est important de faire avec les élus, avec les services de l'État et avec ceux qui vivent dans les territoires, donc les citoyens, les associations qui travaillent aussi sur les territoires. Je pense qu'on est au XXIe siècle si on raisonne à minima à cette échelle-là. Et là, c'est la gouvernance, ça peut être aussi, on a un projet en cours photovoltaïque sur Narbonne, c'est Valorem, une société privée, c'est une émanence de la région, donc la REC, le CIADEN, qui est le syndicat d'énergie de l'Aude, le Narbonne et le Grand Narbonne, donc les collectivités locales, des citoyens qui vont entrer après, une fois que le projet qui le veut, une fois que le projet sera en mesure de sortir de terre, et ceux qui ont initié le projet, qui ont monté une association pour que ce projet photovoltaïque soit un levier d'un développement d'autres types d'énergie, par exemple biomasse, éducation à l'environnement, formation sur ces métiers, etc. Donc, et c'est ce que je voulais appuyer, c'est que notre vision, elle est celle-là, c'est-à-dire que ces projets d'énergie renouvelable, c'est une fin en soi, parce que c'est produire de l'énergie propre, locale, non délocalisable, ça c'est important, mais c'est aussi, c'est notre vision d'aller vers le financement participatif, donc intégrer les citoyens, les collectivités pour que les retombées soient le plus pour les territoires, pour des projets portés par les territoires. Aujourd'hui, la vision, elle est qu'on réponde vraiment aux 3 piliers du développement durable. Il y a l'économie, donc on va produire de l'énergie, on va produire de la richesse. Il y a l'environnement, des énergies propres, mais aussi des projets qui essaient le plus possible de respecter l'environnement, le cadre de vie, le paysage. Et l'aspect sociétal avec, aujourd'hui, on a systématisé, par exemple, sur les projets photovoltaïques, des clauses d'insertion. Donc, les collectivités locales, ils sont ils sont habitués parce que c'est quasiment, je crois, une obligation à un certain montant. Et nous, on s'y oblige. On se dit, ces projets doivent pouvoir être source de création d'emplois. Alors concrètement, comment vous faites? En fait, on s'oblige, c'est-à-dire qu'on consulte des entreprises qui vont nous aider à construire, à faire le chantier, à terrasser, le génie civil, etc. Et dans les lots de consultation, c'est une clause rédhibitoire, 7% minimum des heures du chantier d'assemblage ou de montage, de génie civil par exemple, devront être allouées à des personnes qui sont en insertion. Et là, on explose tous les chiffres. En fait, on ne s'attendait pas à ce que ça marche autant. On est plutôt au-delà de 10-15% un minimum. Aujourd'hui, on a eu plus de 10 projets en clause d'insertion depuis 3 ans. C'est plus de 20 000 heures. 20 000 heures, c'est 13 ans de travail à équivalent temps plein pour un salarié. Donc, c'est presque 100 personnes qui ont été en clause d'insertion. Il y a eu des bonnes, il y a des bonnes histoires parce que tout ça, c'est un processus, c'est sur 24 mois. Nous, les chantiers durent généralement 6 à 12 mois. Donc, on est accompagné par des structures que l'on a découvertes qui sont efficaces, comme Toulouse Métropole Emploi pour la partie plus ex-Midi-Pyrénées. Et puis, par exemple, Carcassonne Aglo qui nous a accompagnés sur un projet non loin de Carcassonne. Et c'est des personnes qui, des fois, retrouvent des CDI ou, à minima, des CDD ou des contrats précaires, mais qui sont en contrat, qui continuent, qui progressent, qui avancent. Et ça marche au point qu'on a appris que voilà, des pays étrangers viennent voir comment ça se passe en France. Pas que sur les énergies renouvelables, on arrive même à convaincre et à expliquer ce que c'est à des entreprises étrangères européennes qui travaillent pour nous, et à leur faire prendre ce pli-là. Et elles en sont très satisfaites. Et donc, voilà le lien, c'est produire l'énergie, c'est une chose. Qu'il y ait des retombées sur les territoires économiques, c'en est une autre. Et
que ça puisse aussi toucher à tout un ensemble de retombées économiques, sociales et environnementales. Voilà la philosophie dans laquelle on est. Il y a un autre engagement que celui de l'insertion, c'est celui de la précarité énergétique. Quand on est un producteur d'énergie, est-ce qu'on s'engage justement à tenter de minimiser cette précarité énergétique? Alors, à notre niveau, comment dire, il y a le marché de l'énergie, il est un peu complexe, il y a beaucoup d'acteurs différents. En tant que producteur, on n'a aucune obligation légale d'agir sur la sobriété énergétique. Ça a été dit par Madame la Présidente précédemment. L'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la moins chère. Mais à un moment donné, il en faut quand même un peu pour faire fonctionner les micros, les télés, les caméras. Bon. Donc ça, c'est la démarche Negawatt, sobriété, efficacité et ensuite production à partir d'énergies renouvelables. Nous, la logique, elle est vraiment de faire de participer. Alors c'est la part du colibri. Valorem n'est qu'une petite société parmi une biodiversité assez importante d'acteurs, mais voilà, chacun fait sa part et c'est de se dire, voilà, il y a le train de la transition énergétique et écologique, tout le monde doit monter dedans et on se dit, en étant producteur, on va aussi aller travailler un peu comme un obligé, c'est-à-dire qu'on va essayer d'inciter les gens à moins consommer ou à mieux consommer et l'idée c'est de participer à la lutte contre la précarité énergétique. En France, c'est des millions de foyers, vous l'avez dit, beaucoup de passoires énergétiques, malheureusement en Occitanie. Heureusement que le climat est clément, mais voilà, ce n'est pas tous les ans non plus. Et on voit que les différences, soit l'hiver ou l'été, sont de plus en plus impactantes pour les personnes qui vivent dans ce type de logement. Et c'est de participer, s'appuyer sur des sachants locaux, s'appuyer sur les collectivités qui commencent à prendre ce projet en main et être un partenaire potentiel sur ce sujet et en fait se servir de ces projets des énergies renouvelables qui sont sur les territoires pour en faire un effet de levier et apporter notre part sur cette thématique qui, en tout cas à nos yeux, paraît importante, voire indispensable à résoudre, même si c'est un problème de très longue haleine. Merci Frédéric Petit, vous êtes donc le responsable développement énergie renouvelable chez Occitanie, chez Valorem. Un autre élu est avec nous, c'est Marc Médina. Il est le vice-président délégué au développement durable, à la transition énergétique, au plan climat Agenda 21 communautaire et aux énergies renouvelables de Perpignan, Méditerranée Métropole. Bonjour Monsieur Médina. J'aimerais parler avec vous de ce qui est souvent très compliqué pour les élus, pour les décideurs. C'est comment marier justement cette ambition, cette conviction pour les énergies renouvelables et convaincre une population qui n'est pas toujours, même si elle est de plus en plus sensibilisée, qui n'est pas toujours convaincue si facilement. Oui, effectivement, c'est vrai que pour ce qui est, bon, je parlerai pour ce qui relève de la communauté urbaine, ce que je connais. C'est vrai que l'an dernier, à fin 2019, on a mis en place un plan climat, énergie et air territorial assez ambitieux et qui va se décliner dans les semaines qui viennent dans le cadre d'un schéma directeur de l'énergie. Et ce plan climat, il y a bien évidemment deux volets, tous les intervenants en ont parlé. Le volet de diminution de la consommation, d'aide aux économies et relativement permet de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et ensuite, c'est de créer le mix énergétique qui nous permettra d'être autonome énergie positive en 2050 si nous y arrivons. Et pour y arriver, on s'aperçoit que, par exemple, dans notre plan climat et énergie territoriale, ont été présupposés un certain nombre d'investissements, notamment en matière d'éolien et autres, dont on voit maintenant qu'il est assez difficile de faire partager l'idée à certains de nos concitoyens. Et on se trouve devant beaucoup de projets qui sont contestés. Et donc, ce que je souhaite, ce que je pense que nous devons faire, et Hermeline l'a dit, tous les intervenants l'ont dit, c'est qu'aucune politique publique aujourd'hui ne se fera sans nos concitoyens. C'est quelque chose qui est impossible. On a vu récemment, nous, au niveau de la communauté urbaine, sur le projet de centrale photovoltaïque de BR, on sait que sans concertation citoyenne, sans discussion avec nos concitoyens, il sera extrêmement difficile à l'avenir de faire admettre un certain nombre de projets
dont je pense que beaucoup de nos concitoyens ont conscience de l'impérieuse nécessité, mais qu'il faut faire mettre dans la vie quotidienne finalement, parce que ça chamboule nos habitudes, ça peut chambouler les territoires, ça peut chambouler aussi les modes de vie. Et je crois que tout ce qui va tourner, qui va être ambitieux autour de ce mix énergétique que nous devons construire pour arriver vers ce territoire décarboné ne se fera pas si nos concitoyens ne sont pas associés à toutes les décisions que nous serons amenés à prendre en matière de politique énergétique. Comment on peut faire justement, Monsieur Medina, comment on peut aller convaincre? Alors, on sent bien qu'on n'est pas sur le même tempo, on est souvent l'énergie renouvelable, c'est sur des tempos un peu plus longs que l'immédiateté, et c'est peut-être ça le problème, cette dichotomie entre le besoin immédiat et puis cette vision à moyen terme. Mais oui, je fais en fait ce que je pense, c'est que nos concitoyens ont de façon assez générale conscience de l'urgence climatique et de l'imminence des problèmes liés à ces modifications dans nos vies quotidiennes. Hein. Mais je crains que nos sociétés qui se sont développées sur un plan relativement individualiste ne permettent pas à un nombre important de nos concitoyens d'entrer tout de suite dans cet état d'esprit où, à un moment donné, on va devoir être obligé d'accepter un certain nombre de contraintes de vie, contraintes de comportement dans notre façon de consommer, dans notre façon de nous déplacer, et d'accepter que des installations soient implantées proches de nos habitats pour arriver à imaginer un avenir qui soit un avenir compatible avec le maintien de, j'oserais dire, presque de la vie sur Terre. Et ça, ce n'est que... Pardon ? Non, je vous en prie, continuez. Pardon, je vous ai coupé. Et donc, ça c'est dans le cadre de ce mix énergétique que nous voulons mettre en place. Il y a bien sûr toutes les actions institutionnelles, c'est évident. Et il y a aussi toutes les actions individuelles que l'on peut proposer, soit en faisant en sorte que nos concitoyens s'approprient au niveau de leurs habitats un certain nombre d'éléments de rénovation thermique ou de production d'énergie renouvelable. Justement, il y a un projet qui est intéressant que vous menez, que PMM, Perpignan Méditerranée Métropole mène, c'est le cadastre solaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est et concrètement ce que ça permet justement pour les habitants de cette agglomération? Alors en fait, nous avons développé le cadastre solaire, c'est quelque chose qui est développé déjà sur de nombreux territoires, mais à l'échelle de Perpignan Méditerranée, ce cadastre solaire existe maintenant. Il est consultable par nos concitoyens sur le site internet Cadastre solaire PMM. Et ce cadastre solaire, en fait, c'est une cartographie à grande échelle de l'échelle de tout notre territoire, des éléments notamment de toiture, par exemple, qui peuvent être solarisés. Et on a développé dans le même ordre d'idée, Hermeline en parlait tout à l'heure, l'idée du guichet unique, qui, à travers ce projet régional dans lequel PMM s'est intégré, permet à nos concitoyens, dans un premier temps, de déterminer s'ils sont en capacité d'installer sur leur domicile des éléments de production d'énergie solaire, tout aussi bien pour leur consommation, mais pas que, et associé à la rénovation énergétique des bâtiments, parce que nous pensons que c'est dans ce travail global que l'on pourra apporter une des réponses au changement de comportement. Il y a un autre engagement, qui est important pour vous, excusez-moi. Il y a un autre engagement qui est important côté Perpignan Méditerranée Métropole, c'est votre candidature, enfin la candidature de PMM au prochain corridor hydrogène. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en dire un petit peu plus? On a parlé beaucoup d'hydrogène depuis ce matin. Et qu'est-ce qu'est ce corridor hydrogène et qu'est-ce qu'est la candidature de PMM?
Donc, dans le cadre du plan climat-énergie territorial qui avait été mis en place par la métropole et qui a été voté en décembre 2019, effectivement, l'hydrogène, comme voie alternative, n'apparaissait pas. Et on sait que ce mix énergétique, il sera pluriel. Sinon, bien évidemment, et tout le monde a conscience que nous n'y arriverons pas. Et donc, lorsque cette compétence m'a été confiée par le président Villa, à l'occasion de rencontres notamment avec les élus régionaux et les responsables de la REC Occitanie, il est apparu que l'intégration de Perpignan Méditerranée dans ce schéma hydrogène était indispensable. D'abord parce que nous aspirons à être un des pôles de développement régional, et c'est quelque chose qui est très important, et nous sommes au carrefour de la région Catalogne Sud et de la région Occitanie. Et le corridor hydrogène qui part du nord de l'Europe et qui descend jusqu'à Gibraltar est pour nous quelque chose de très important pour plusieurs raisons. La première, parce que adossé à l'importante production qui se fera sur Port-la-Nouvelle bientôt, on peut imaginer au niveau de l'aéroport de Perpignan travailler sur l'installation d'une production d'hydrogène vert et d'une centrale de production d'électrolyse, ainsi que d'une zone de distribution d'hydrogène, et avec des porteurs de projets privés qui sont déjà en réflexion là-dessus sur le pôle Saint-Charles, travailler aussi sur l'hydrogène. On sait qu'un certain nombre, ça n'ira pas sur tous les usages, c'est pour ça que la transition énergétique est un mix, mais un certain nombre d'usages, notamment sur les camions frigorifiques, par exemple, sur les transpalettes dans les entreprises, notamment à Saint-Charles, peuvent fonctionner à l'hydrogène, et ça pourrait être des éléments déjà d'amorce de transition. On sait que la métropole, dans sa DSP Transport, qui est lancée bientôt, peut intégrer la création de lignes structurantes de transport urbain à hydrogène. On peut aussi, dans la collecte des ordures ménagères, travailler sur l'arrivée de bennes à ordures qui fonctionneraient à hydrogène. Moi, je crois beaucoup que le mix énergétique est quelque chose qui va faire appel à toutes sortes de solutions, et il faut pouvoir travailler sur toutes les solutions. On a travaillé sur la méthanisation. Hier, nous avons visité l'usine Fontroche. Il y a aussi au niveau de la STEP de Perpignan une structure de méthanisation qui injecte déjà du gaz dans les conduites de gaz de France. Je crois que c'est tout cet ensemble qui nous permettra d'avancer. Et si je peux revenir, si vous me le permettez Thierry, sur le travail envers nos concitoyens, il y a aussi un élément que nous développons et qui me paraît aussi très important pour faire passer dans l'esprit de nos concitoyens cette nécessité de travailler tous ensemble, c'est le fait d'aider à développer des projets coopératifs citoyens, notamment sur le plan solaire avec KTNR. On a récemment mis en service un projet citoyen sur le préau des écoles de Cases de Pène, où 100% de l'investissement est un investissement citoyen. Et je pense que c'est l'ensemble de toutes ces actions qui nous permettra un jour peut-être, enfin en tout cas un jour je l'espère, j'espère certain même, un territoire et un département à énergie positive. Merci. Une petite parenthèse, Madame Malherbe, ça vous intéresse, vous aussi, ce corridor hydrogène? Est-ce que le département peut être un acteur ou un partenaire? Tout à fait, on y travaille en lien avec la communauté urbaine, en lien avec la région. Marc Médina a parlé effectivement des bus à hydrogène, des poids lourds. On sait bien que sur le véhicule léger, pour l'instant, l'électricité est plutôt mise en avant. Et c'est pour ça que c'est bien de parler de mixte. Et pour ce qui est... nous, on va plus loin puisque quand on est gestionnaire d'un port comme à Port-Vendre, eh bien, on pense aux bateaux à hydrogène, on pense aux avions à hydrogène. Alors peut-être je pars un peu dans l'avenir, mais en même temps, l'hydrogène vert. Et là où on n'est pas encore tout à fait au point, enfin, c'est les scientifiques qui me confirmeront, c'est que pour l'instant, la production d'hydrogène est très énergivore
Et donc, il faut qu'on puisse effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'hydrogène vert, plutôt que juste de l'hydrogène, parce qu'il faut effectivement que ça puisse être une vraie solution dans l'avenir et dans un avenir qui soit pas trop éloigné. Donc, je sais que la région met le paquet, y compris par rapport à la recherche sur ces dossiers-là. Il faut là encore une fois que l'État et le gouvernement soient à nos côtés pour faire les recherches nécessaires pour accélérer le mouvement. On sait que c'est possible, hein. On voit ce qui est capable de se passer par rapport à la problématique qu'on vit tous en ce moment concernant le virus. Donc là, il faut effectivement mettre les moyens pour que ça devienne concret pour nos concitoyens, de pouvoir se dire: ah oui, il y a aussi des solutions pour les gros porteurs, ce qui dépense beaucoup d'énergie et qui aujourd'hui, l'électricité, pour un petit bateau, on peut le prévoir. Pour un gros cargo qui transporte des aliments, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, on est très à l'écoute et très, on réfléchit ensemble là sur ces dimensions-là avec les porteurs qui veulent bien participer. Merci. Marion Podesta, vous êtes maître de conférences en économie. Vous intervenez notamment à l'école Supener ici à Perpignan. Parlons un peu avec vous de tout ça. C'est bien beau, hein, tous ces projets, mais c'est quoi l'économie de ces projets? Et surtout, quels sont leurs droits dans ce fameux marché au prix, je n'ai pas tout compris, vous allez me le dire beaucoup mieux, des quotas à polluer qui ont été souvent évoqués, mais où tout le monde n'a pas tout compris. En fait. Merci. Donc, effectivement, je rebondis sur l'introduction des ENR. Déjà, ça participe au mix énergétique. Donc, effectivement, voilà, c'est une volonté aussi politique, puisque la loi énergie-climat de 2019 nous dit qu'on va baisser en fait la part de nucléaire à 50%. Actuellement, il faut savoir que plus de 70% de notre énergie est à base de nucléaire. Donc, voilà, c'est un gros projet. L'impact en fait de ces ENR sur le prix de l'énergie, ça pose problème entre guillemets, puisque les centrales en fait qui produisent l'énergie, elles sont appelées par rapport à leur coût marginal de production. C'est ce qu'on appelle le merit order. Et donc du coup, alors excusez-moi, oui. Décryptez-moi. Alors, on appelle coût marginal de production. Ah oui, pardon. Par rapport au coût que ça coûte de produire un mégawattheure supplémentaire. Donc, du coup, la base, pour fournir l'énergie de base, on utilise le nucléaire. Ensuite, il y a le charbon. Et ensuite, tout ce qui est centrale à gaz combiné, les turbines à gaz, etc. Et donc, du coup, par rapport à ça, en période de pointe, on va utiliser des centrales dont le coût est de plus en plus élevé. Sauf que quand on introduit les ENR sur ce marché, les ENR, ce sont des énergies qui sont intermittentes. On n'en a pas tout le temps, donc elles sont prioritaires en fait sur le réseau. De plus, leur coût marginal de production, il est quasi nul, parce que du solaire, du soleil, du vent, etc., c'est quasiment nul au niveau de leur coût marginal et non pas leur coût moyen de production. Donc du coup, on va les introduire en premier, ce qui décale en fait le prix de l'énergie et ce qui le baisse. Alors, vous allez me dire, c'est étonnant puisque j'ai jamais vu de baisse de mon prix sur la facture, sur ma facture d'électricité. Parce que le prix de gros, en fait, c'est une toute petite part de la facture d'électricité. Vous avez après tous les frais de transport, de réseau, plus une taxe qui s'appelle la contribution au service public d'électricité, la CESP, qui du coup permet augmente le prix. Donc en fait, l'impact des ENR est problématique dans le sens où ça baisse le prix de gros. Et donc, du coup, ça peut engendrer un manque de rentabilité sur certaines centrales photovoltaïques ou autres qui ont un coût en fait, d'investissement très important, mais qui, du coup, les investisseurs pourraient ne pas forcément investir à cause de ce prix marginal qui est très faible. Et ça rend moins attirantes financièrement les énergies renouvelables. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour tenter de lutter contre ça, Pour les rendre attirables, du coup, elles sont subventionnées, ces énergies, parce que comme n'importe quelle énergie à la base, comme le nucléaire et comme l'introduction des énergies est à la base subventionnée par l'État, ces subventions, donc effectivement, on va imposer en fait un prix de rachat garanti.
sur souvent des contrats long terme, donc de 15 ans en fait. L'État s'engage sur 15 ans à racheter un prix de l'énergie, donc fixe. Et donc, du coup, ce surcoût est en partie mutualisé par les consommateurs via cette taxe dont je vous parlais, la CESP. Donc, je vous en prie, allez-y, on est là pour ça. Une question. Oui. Quand on parle de coût de l'énergie, souvent, ou en tout cas à une époque, on ne mettait pas le coût de la gestion des déchets. Et comme il n'est pas le même pour le nucléaire ou pour les énergies renouvelables, est-ce qu'aujourd'hui c'est dedans ou est-ce que c'est à part? C'est très subventionné ça aussi. Oui. Sur le retraitement des déchets, je ne pense pas encore qu'il y ait de coût justement de ça, et ce qui pose problème parce qu'effectivement le nucléaire c'est une énergie qu'on produit à un tarif très bas, mais parce qu'effectivement ne sont pas prises en compte tout le retraitement des déchets et tous les démantèlements des centrales, etc. C'est ce qu'on appelle en économie, donc du coup vu que ça pollue aussi, c'est des externalités, et donc pour prendre en compte ces externalités donc négatives comme la pollution par exemple, du coup, l'État a plusieurs possibilités, puisqu'en fait, jusqu'à dernièrement, on n'avait pas de marché vraiment pour la pollution. Il n'y avait pas de prix pour la pollution. Donc, du coup, l'État, qu'est-ce qu'il a comme moyen? Il peut soit fixer une norme, donc on se dit c'est une norme à ne pas dépasser. Donc ça, c'est très simple à mettre en place, parce qu'un texte réglementaire suffit. Sauf que c'est homogène pour toutes les entreprises. Donc, ça n'incite pas vraiment les entreprises, en plus, à faire mieux, parce qu'on se dit on a droit de polluer jusqu'à 100, je ne vais pas avoir intérêt à polluer qu'à 80 ou 90. Donc du coup, ça n'incite pas forcément les entreprises à investir dans des technologies moins polluantes. Donc du coup, la taxe, par exemple, c'est plus incitatif pour les entreprises à investir dans des moyens moins polluants. Et puis en plus, on a des recettes fiscales qu'on peut utiliser, que l'État peut utiliser en tout cas, dans des projets, par exemple, des projets innovants, des projets verts. Mais le souci, c'est que la taxe, en fait, elle va être homogène aussi à toutes les entreprises, sauf que les entreprises n'ont pas les mêmes coûts de réduction de la pollution. Et du coup, l'État n'est pas sûr de l'objectif, en fait, que les entreprises, on ne sait pas exactement de combien elles vont réduire leur pollution. Donc, une solution qui a été amenée, c'est de créer ce fameux marché des droits à polluer. Ce marché, il est bien parce qu'il mixe en fait les avantages de la taxe et de la norme. Vous pouvez polluer jusqu'à un certain seuil et puis ensuite, vous achetez et vous revendez des quotas. Donc ce marché, il a été lancé en 2005, c'est suite aux accords du protocole de Kyoto de 1997. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la Commission européenne fixe un quota, fixe un nombre de quotas d'émissions. Donc un quota égale 1 tonne, vous avez le droit de polluer 1 tonne de CO2, équivalent CO2 parce que c'est gaz à effet de serre. Ce marché ne se limite pas que au CO2, c'est 6 gaz à effet de serre, dont le méthane et dont d'autres gaz, des nitreux par exemple, qui sont très polluants. Donc du coup, l'idée c'est à chaque phase, puisqu'on a eu plusieurs phases de ce marché, il y avait une phase de lancement, et puis là on est dans la phase 4, on commence en 2021, ici la phase 4, c'est à chaque fois de retirer des quotas du marché, de sorte à contraindre encore plus les entreprises. Et l'idée c'est, donc on leur donne au départ des quotas gratuits, il y avait 80% de quotas gratuits au départ, et ensuite on réduit à chaque fois ce nombre de quotas pour avoir 0% de quotas gratuits d'ici 2027. Ça fonctionne? Ça marche? Alors, ça marche. Ou il y a des petits malins qui ont réussi à jouer, comme souvent, avec la règle? Oui, ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que le prix du quota est trop bas. Est trop bas par rapport, en fait, à ce qu'il devrait être pour inciter les entreprises à réduire leur pollution. Alors, pourquoi il est trop bas? Parce que c'est la première fois, en fait, que les entreprises étaient données, en fait, leur pollution. Et donc, du coup, l'État, en fait, a mis trop de quotas par rapport à ce que les entreprises avaient pollué. Donc ça a entraîné un prix à la baisse. Et puis le prix des quotas aussi fluctue en fonction, quand il y a eu la crise de 2009, il est descendu jusqu'à 1 € la tonne de CO2, ce qui est dérisoire,
Là, pendant la crise sanitaire, du coup, le prix était stabilisé en 2019 dans les 25 € la tonne de CO2, ce qui était un peu bas par rapport aux objectifs, mais il s'était à peu près stabilisé. Et puis là, en mars dernier, dû à la pandémie, du coup, il a chuté à 15 € la tonne de CO2. Donc le prix du quota va aussi faire que les entreprises seront plus incitées à dépolluer, à investir dans des technologies moins polluantes. Donc du coup, là, en janvier, c'est remonté à 34 € la tonne. Mais l'objectif de la Commission européenne, de Bruxelles, c'est d'essayer de restreindre encore plus les entreprises pour que ce prix du quota passe à 89 € d'ici 2030. C'est la solution pour vraiment bousculer la donne, en fait, c'est ça? Il faut au moment être plus coercitif, pardon pour le mot, avec l'employé pour vraiment bousculer cette donne-là. Bien sûr. Et en plus, l'avantage du marché, donc il faut effectivement que le prix du quota soit très important. Puis l'avantage de ce marché, c'est que pour un papetier, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de réduire sa pollution, par exemple, en replantant ou en reboisant des forêts, qu'un hôtelier en faisant des travaux, par exemple, d'isolation dont on parlait tout à l'heure. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? L'hôtelier, il va réduire encore plus sa pollution, et puis le papetier, lui, il va acheter en fait des quotas moins chers que ce que ça lui aurait coûté de réduire sa pollution. Donc du coup, la Commission européenne, elle estime qu'on divise par 2 le coût de réduction de la pollution en passant grâce à ce marché. Merci beaucoup, Marion Podestà. C'était très clair et très intéressant. On va retrouver celui qu'on pourrait appeler Monsieur Soleil ici, en Pyrénées-Orientales. André Joffre, le fondateur de Texol et le président du pôle de compétitivité d'Herby, qui a été donc un des pionniers, j'allais dire, du solaire dans le département. Bonjour André Joffre. Bonjour. Je voulais parler avec vous bonjour. Du solaire, bien sûr, des tendances actuelles et futures, mais surtout, on en parlait un petit peu avec Madame Podestà à l'instant, de ces prix et de ces coûts qui sont de plus en plus à la baisse. Et là, c'est un vrai atout pour l'énergie solaire. Oui, c'est sûr que quand on parle d'énergie renouvelable, il faut parler d'innovation. Et les innovations, ça se traduit aussi par l'amélioration des performances et très souvent, bien sûr, par la baisse des coûts, des prix des énergies qui sont produites par les énergies renouvelables. Alors, le solaire, c'est effectivement un exemple particulier parce que les choses vont très vite dans le solaire. On a réduit à peu près de... en gros, le prix d'un panneau solaire a été divisé par 10 en 10 ans, si on veut aller vite. Et donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les années à venir, mais lorsqu'on interroge les industriels asiatiques, ils disent, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, on va continuer à baisser. Et donc, on va se retrouver, finalement, à un moment donné, dans 10 ans, toutes les toitures seront bleues. On ne se posera pas la question. Il n'y aura plus de tuiles. Aujourd'hui, il y a des réglementations. C'est-à-dire que, par exemple, si vous construisez un bâtiment qui fait plus de 1000 m², vous êtes obligé maintenant de mettre une toiture qui soit enherbée avec de la végétation, ce qui coûte quand même assez cher, soit vous mettez les panneaux solaires, qui eux peuvent rapporter de l'argent. Donc finalement, on voit bien que la réglementation elle-même prend en compte ce genre de choses, et puis progressivement, les gens ne le feront plus parce que c'est la réglementation qui leur impose, mais parce que tout simplement, c'est intéressant, c'est rentable. Et donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'à un moment donné, quand tous les toits seront bleus, là, dans 10 ans à peu près, mais ça commence dès maintenant, est-ce que finalement il n'y aura pas trop de soleil? Il n'y aura pas trop de solaire? C'est ça la question. Et la réponse est oui, évidemment. La réponse est oui, et on le constate déjà dans certaines régions. Si vous prenez par exemple l'Allemagne, l'été, certains jours comme le dimanche où les usines travaillent peu, vous avez de l'électricité dont le prix devient négatif. Alors, prix négatif, ça veut dire que, en fait, on paye des gens pour qu'ils achètent de l'électricité gratuitement. Ça, c'est notre rêve à tous ici, c'est notre rêve à tous. Vous savez, quand l'État français emprunte à taux négatif, c'est un peu pareil. Voilà. C'est la même chose pour l'énergie. En fait, on donne. Alors, ça dure pas longtemps, ça dure quelques heures le dimanche, mais au fur et à mesure que l'Allemagne s'équipe en panneaux solaires, et encore l'année dernière, ils ont installé 5 fois plus de panneaux solaires qu'en France, donc on voit qu'ils continuent quand même la course en avant, eh bien, on va se retrouver avec des prix extrêmement bas. Alors, c'est là qu'il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie?
Et évidemment, on voit je rejoins ce que disait tout à l'heure le président de la commission scientifique de Derby, qui en fait disait tout à l'heure, l'innovation, le solaire, il faut le développer, etc. Mais c'est vrai que le stockage, c'est la clé du sujet, hein, puisqu'on a effectivement des besoins qui sont variables tout au long de la journée. Le soleil et l'éolien, c'est pareil, qui sont également variables. Et donc, pour ajuster les deux, il faudra du stockage. Alors, le stockage, il est de deux types. C'est le premier stockage dont on disposera, ce sont les batteries lithium-ion. Bon, là, on est à la veille d'une véritable révolution sur les batteries qui va entrer commercialement dans les faits à partir de 2023 à peu près. C'est celle de nos voitures électriques, c'est ça ? Sur les voitures électriques, oui. Voilà, c'est ça, absolument. Donc là, les voitures qui vont avoir un stockage qui permettra de faire milliers de kilomètres à peu près. Mais dès aujourd'hui, si vous voulez, quand vous prenez le cas d'une voiture, une petite voiture type Zoé, par exemple, elle contient, la batterie a une capacité d'environ 40 kWh. Bon, quand vous arrivez chez vous, parce que la batterie est déjà chargée, eh bien, vous vous connectez malgré tout sur la maison. Et à ce moment-là, pendant les heures de pointe de la soirée, vous allez vous déconnecter, la maison va se déconnecter du réseau électrique pour puiser son énergie dans la batterie. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il y aura assez d'énergie dans la batterie ? Eh bien, pour passer la soirée, il va vous falloir à peu près 10% simplement de la capacité de la batterie de la petite Zoé. Vous voyez ? Ça veut dire que ma voiture paiera ma facture d'électricité. Voilà. En fait, si vous voulez, ça existe déjà aux Pays-Bas. Et si vous faites ça tous les soirs, on vous donne 80 € par mois. Voilà. Uniquement pour vous effacer pendant la pointe de consommation. Mais si en plus dans la journée votre voiture est chargée avec du solaire, vous voyez que là c'est tout bénef. Hein, et donc on voit que en fait, si vous voulez, le stockage, on dit le stockage c'est cher, ce qui est vrai, mais le stockage là il est, comme on disait tout à l'heure, il était fatal parce qu'il existe déjà, parce qu'il est dans la voiture. Donc je n'ai pas à l'acheter deux fois. Il est déjà pour la voiture, pour la mobilité. Et donc le rapprochement, si vous voulez, du solaire et de la voiture électrique, c'est une révolution du même type que quand Apple a décidé un jour de mettre dans le même boîtier un téléphone et un tableur Excel, quoi, en fait. C'est ça qui s'est passé. L'arrivée du smartphone, qui a été un succès colossal, on a fabriqué des milliards par an, eh bien, en fait, c'est venu de deux technos qui existaient et qu'on a réunis. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement la même chose. Les batteries, c'est pas nouveau, ça date depuis 1974 à peu près, les batteries lithium-ion. Les panneaux solaires, on le sait, ça existe depuis longtemps aussi. Mais quand on réunit les deux, alors là, ça devient magique parce qu'on est capable, par exemple, de devenir autonome. C'est-à-dire que demain, on pourra se déconnecter du réseau électrique. Alors évidemment, c'est des choses que les opérateurs de réseau ne souhaitent pas. Hein. Ils ne souhaitent pas. Mais c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et puis, pardon André, excusez-moi, avant d'aller plus loin, oui. Une question sur le web, nos internautes qui nous demandent est-ce qu'ils seraient bloqués, il me semble qu'on en débloque déjà, mais à quelle hauteur, débloquer des aides justement pour la pose de ces panneaux solaires pour les particuliers. Si vous voulez, pour les particuliers, l'aide c'est un tarif d'achat en fait. C'est-à-dire que l'électricité est achetée autour de 18 centimes à peu près, au même prix que le prix auquel vous payez l'électricité. Voilà. Donc ça permet de faire des opérations. Mais les gens n'aiment pas trop ça, finalement, de vendre au réseau. Ils préfèrent autoconsommer, c'est-à-dire utiliser l'électricité pour eux-mêmes et éventuellement, s'il leur en reste, eh bien, de pouvoir le remettre sur le réseau. Vous voyez ? Donc, ils autoconsomment. Économiquement, c'est peut-être moins intéressant, mais c'est intellectuellement beaucoup plus satisfaisant pour l'esprit parce qu'on consomme sa propre électricité. Ce sont les circuits courts. Hein, voilà. Et ça, on peut le faire au niveau d'une entreprise, etc. On peut le faire au niveau d'une communauté. À Technosud, par exemple, à Perpignan, nous sommes en train de faire un projet avec 150 entreprises qui se sont réunies. Et on est en train de faire des installations solaires collectives qui vont être distribuées sur le réseau local pour pouvoir alimenter l'ensemble de ces entreprises. Alors, je reviens sur le stockage. Vous voyez que déjà là, il y a un côté magique qui va faire que je pense qu'on est à la veille d'une véritable explosion de ce marché.
C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est le fait que la voiture électrique arrive plus vite que prévu finalement. Bon, on pensait que c'était à l'horizon 2040, 2050. Bon, en fait, les voitures électriques séduisent les utilisateurs. Lorsqu'on a utilisé une voiture électrique, on ne revient pas en arrière. Ça, c'est clair. Et donc, aujourd'hui, le problème de l'autonomie des véhicules va être résolu avec des nouvelles batteries. C'est pour l'année prochaine, en 2023. Donc, voilà. Là, je pense qu'il y a vraiment un élément qui va être extrêmement magique. Ça va se diffuser. Il y aura des tas d'entreprises qui vont se créer, qui vont vendre ça à leurs clients, etc. Et dedans, c'est quoi? C'est en fait des choses relativement simples, des panneaux solaires. Il n'y a rien de plus banal, c'est que du silicium, c'est d'ailleurs des produits très très courants sur Terre, il n'y a pas de produits rares comme on l'entend parfois, hein. Il n'y a rien de génial dedans. Les batteries sont en train de faire une révolution également parce qu'on est en train d'enlever dedans tous les produits qui posent des problèmes. Et puis, le fait de marier les deux, eh bien, il faut un peu d'électronique, il faut un peu de digital. Et là, c'est la troisième dimension. Je pense que les jeunes, par exemple, vont être passionnés par ce truc-là, parce que recharger sa voiture, etc., quand on arrive, quand on a assuré les besoins de la maison, etc., piloter les appareils ménagers en fonction, non pas du moment où on a envie de démarrer, mais en fonction de l'ensoleillement, par exemple. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont passionnants et qui vont motiver, je pense, beaucoup la nouvelle génération de geeks là, qui vont être passionnés par ce genre de trucs. Voilà. Donc ça, c'est parti. Mais après, reste quand même qu'on produit beaucoup plus d'électricité solaire au mois d'août ou au mois de juillet que maintenant. Bon. Donc il y aura ce problème de stocker l'énergie sur des longues périodes. Et là, c'est l'hydrogène. Vous en avez déjà beaucoup parlé ce matin. L'hydrogène qui est intéressant, mais qui a quand même quelques défauts. Parce que, en gros, quand on stocke l'énergie, on perd la moitié de l'électricité. C'est-à-dire qu'en gros, il faut 2 kWh au départ pour produire 1 kWh, pour restituer 1 kWh à la sortie. Et donc, ça ne fonctionne que si l'électricité n'est pas chère. Et c'est là qu'on va voir apparaître des choses extrêmement intéressantes. Nous avons la chance d'avoir une ligne à très haute tension qui passe sous les Pyrénées. Cette ligne, elle avait été construite initialement pour vendre du nucléaire à l'Espagne. Et en fait, je vous garantis que dans 10 ou 15 ans, on va l'utiliser pour acheter du kilowattheure solaire à l'Espagne. L'Espagne est en train d'équiper tous ces déserts du centre du pays d'immenses installations solaires. Et donc, ils vont être en surproduction tout l'été. Et donc, ils vont vendre de l'électricité à qui voudra la prendre. Et nous, si elle n'est pas chère, et si elle arrive au terminal de Cals, sur l'agglo, ben, c'est très intéressant, parce que là, on pourrait mettre véritablement une très très grosse usine de production d'hydrogène. Et vous voyez que cet hydrogène, elle est facilement utilisable localement. On a plus de 10 000 camions qui passent sur l'autoroute tous les jours. Et on sait bien que pour les camions, c'est l'hydrogène qui sera la solution, qui sera le vecteur. Donc on voit là qu'on a une possibilité, on a des opportunités, et c'est par hasard, parce que finalement on ne l'avait pas fait pour ça. Hein. Je vous le répète, quand on a fait l'installation de la ligne à haute tension, c'était fait pour écouler du nucléaire en Espagne. Je ne me rappelais pas que c'est pour le solaire, effectivement. Oui. Voilà. Donc, il y a un monde magique qui est devant nous. Hein. On est vraiment à la veille de révolution. La baisse des prix va continuer. Il va falloir adopter tout ça. Ça veut dire que l'énergie va être de plus en plus décentralisée, qu'il va falloir aussi des réseaux, parce que là, quand je parlais de l'autonomie d'une maison individuelle, c'est une chose, mais par contre, lorsqu'on fait des grandes centrales de plusieurs centaines de mégawatts, là, il faut effectivement des réseaux pour écouler cette énergie. Et on s'aperçoit effectivement que les prix, la semaine dernière, il y a eu des appels d'offres en Espagne, et les prix sont extrêmement bas. Hein. Ils sont aux alentours de 2 centimes d'euros le kilowattheure, vous voyez. Donc c'est très très bas, quoi. On arrive à des choses vraiment extrêmement compétitives. Tout à l'heure, on disait que le nucléaire était pas cher. Oui, mais André, excusez-moi de vous couper 2 secondes. Est-ce que justement ces prix trop bas ne mettent pas en danger la rentabilité de ces investissements ? Non, ils sont bas parce que précisément les prix de revient des installations ont beaucoup baissé et continuent de baisser. En fait, ces industriels, si vous voulez, qui montent ces usines solaires, se projettent dans les années à venir
et ils savent que les prix des installations solaires vont baisser, et donc ils sont capables de faire des offres de ce type-là. On a même eu des offres au Portugal, dans le sud du Portugal, qui étaient à 1,5 centime le kilowattheure. Je vous donne quelques références. Le prix du kilowattheure du nucléaire historique, des centrales que nous avons qui sont amorties aujourd'hui, ce qu'on appelle le tarif ARENH, hein, il est de 4 centimes,2, vous voyez. Et si on prend les nouvelles centrales nucléaires, celle de l'EPR d'Hinkley Point en Angleterre, hein, qui a fait l'objet d'un contrat avec le gouvernement britannique, ben là on a des tarifs qui sont à plus de 10 centimes. Vous voyez. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans des ordres de grandeur. Le solaire devient ultra compétitif. Certes, il a un inconvénient, c'est qu'il n'est pas là quand on en a besoin parce qu'il est variable. Et donc, il faut pouvoir adapter. Mais grâce au stockage, donc stockage de courte durée, les batteries, stockage de longue durée avec l'hydrogène, on arrive à compenser tout ça. Ben merci pour ce grand moment d'espoir. Je voudrais qu'on en parle entre nous avant de boucler justement cette seconde table ronde. Est-ce qu'il n'est pas là l'enjeu rendre le plus accessible et le moins cher possible l'énergie pour justement l'énergie créée par les énergies renouvelables? Prenez votre micro, pardon. Tout à fait. En énergie renouvelable, il y a également à terme, à moyen terme, les microalgues, il ne faut pas oublier, puisque actuellement, le pétrole que vous utilisez, le gaz également, est issu de millions d'années de dépôts de cyanobactéries, de microalgues. Et donc, il y a moyen d'accélérer ce processus photosynthétique. Eh bien, c'est également une énergie renouvelable très importante et abondante. C'est ça, l'enjeu pour ce marché-là, c'est de baisser les prix, devenir plus accessible en fait. Oui, puis je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Joffre, hein, c'est exactement ça. Tout l'enjeu, ça va être de pouvoir stocker en fait cette énergie parce que effectivement, c'est intermittent, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir. Enfin, on se doute que l'été, il y a plus de soleil que l'hiver, mais en même temps, il y a une consommation qui est différente aussi. Avant, on consommait beaucoup l'hiver à cause du froid, mais maintenant, on consomme aussi beaucoup l'été à cause de la climatisation. Donc, du coup, il va falloir faire face à ce double pic qu'on n'avait pas avant. Donc, le stockage, pour moi, c'est vraiment un enjeu essentiel. Pour un producteur d'énergie renouvelable, justement, cette histoire du prix, du coût pour le particulier, pour le consommateur, comment vous le régulez? Et surtout, est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'André Joffre qui annonce quasiment que bientôt ma voiture paiera ma facture? Alors, pour cette dernière question, oui, je rejoins complètement André Joffre. Il parle de révolution et on voit déjà certaines marques d'ameublement ou d'électroménager vendre des kits solaires. Alors, encore une fois... Ikea, vous pouvez le nommer, on peut le dire, hein, effectivement, oui, c'est mis à la vente. Voilà, c'est-à-dire que c'est une énergie... La preuve que ça rentre dans le grand public, en tout cas, c'est bien cette preuve-là. Hein. Exactement, et je pense que ça va arriver aussi vite qu'il le dit, hein, dans 5-10 ans. Voilà, on va pouvoir chacun produire son énergie, et la question, elle va être, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, tout le débat est là. Nous, comment on y répond? On y répond déjà par... on parlait de microalgues, donc on n'y est pas encore sur les microalgues, mais il y a tout un tas d'autres énergies renouvelables, mais en foisonnant, c'est le terme, les sources d'approvisionnement. Donc ça, c'est si on se place du point de vue de Valorem. On produit de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique, peut-être de l'éolien offshore, voire d'autres énergies à terme. Et comment ces énergies-là ne produisent pas toutes en même moment. Donc on essaie déjà de réguler un peu cette production. Et on a des projets, on est déjà sur cette thématique de stockage parce que, en fait, si on n'y est pas déjà, on est déjà en retard. En fait, il faut déjà y travailler. On a un parc éolien en Guadeloupe. Il y a un réseau, ce qu'on appelle insulaire, donc des petits réseaux électriques qui sont très sensibles aux fluctuations de production d'énergie. L'éolien étant intermittent, suivant la disponibilité du vent. Donc là, on avait un parc qui tourne avec un stockage, donc là c'est sur batterie pour le coup, et qui fait qu'on doit prédire à 24 heures ce que l'on va produire, et la batterie nous aide à être certain que l'on va produire à quelques pourcentages près. Ce qu'on a annoncé comme ça, le EDF local, son nom m'échappe, va pouvoir bien gérer la production et faire en sorte que les usagers aient de l'électricité quand ils en ont besoin. Parce qu'on a quand même tendance en France aussi on a un très très bon réseau qui marche très bien. On n'a quasiment pas de blackout, sauf quand il y a des tempêtes évidemment, mais souvent ça revient très très vite le réseau. Ça fonctionne très bien, mais derrière c'est une ingénierie de pointe qui est en marche. Donc l'insertion, l'intégration des énergies renouvelables va passer par le stockage et on y est déjà. On a parlé d'hydrogène. Et ça va pouvoir se faire. Ça va être des vecteurs qui vont passer d'électricité à une autre forme d'énergie, qui vont revenir. Effectivement, André Joffre l'a dit, la disponibilité de ces énergies à un moment donné, de façon assez essentielle, le solaire l'été, peut-être plus l'éolien l'hiver, etc., va faire que on va pouvoir réguler et s'appuyer plus sur le solaire ou d'autres énergies à tel moment, etc.
Donc on est obligé d'anticiper, produire, encore une fois, précédemment j'avais parlé plus de l'aspect sociétal, environnemental, mais encore une fois sur l'énergie, produire de l'énergie, ce ne sera plus la finalité, c'est quelle valeur, ça va être produire de l'énergie au moment où on en a besoin. Et là, le gap, la marche, ça va être ça. Pour les coûts, pour les prix, les élus, quel peut être leur rôle, Madame Malherbe? Alors d'abord, il faut remercier l'ensemble des présents ici et André Joffre comme Marc Médina qui sont en visio. Mais André Joffre est toujours dans cette dynamique et cette énergie et cet espoir. Qui est renouvelable chez lui. C'est tout à fait, et c'est ce qu'on aime aussi. Même renouvelé. Avec le pôle Derby, quand on a, alors c'était avant 2015, travaillé sur, à l'époque c'était l'autoconsommation. 2 ans après, le département essayait d'expérimenter cette autoconsommation, et si on a pu essayer de le faire, c'est parce qu'il y a André Joffre et pas seulement André Joffre, hein, mais tout ce développement local. Ce pôle ici, les compétitivités ici. Hein. C'est ça, le pôle de compétitivité Derby, il est d'ici, part des Pyrénées-Orientales et du pays catalan, et il inonde bien sûr l'ensemble de la région, et j'allais dire même, il remonte jusqu'au Rhône-Alpes, etc. Donc, on a l'intelligence collective avec les chercheurs, les entrepreneurs qui sont dans ce pôle, et puis les collectivités qui essaient de voir comment elles permettent à l'usager, ou elles sont usagères elles-mêmes pour pouvoir mettre en œuvre. Donc je disais, quand dans la conférence Derby, il y a un projet qui est réfléchi, qui se met en œuvre, qui est déjà un peu presque abouti, comme l'autoconsommation à l'époque, 2 ans plus tard, on essaie de la tester au département. Sur le stockage, on est dans le même état d'esprit. Alors ça prend un peu plus de temps, parce que quand on avait parlé du stockage, c'était 2015 ou 2016, je ne me rappelle plus, André, mais là, effectivement, ça prend le temps. On passe aussi par l'hydrogène. On voit bien qu'il y a différentes solutions là aussi pour le stockage. En tout cas, forcément, on est intéressé pour, pas seulement les collectivités pour elles-mêmes, pour l'ensemble des usagers. Ça a été très bien dit par les uns et les autres. Si on peut baisser nos coûts d'énergie, même si ça n'empêche pas de faire des économies, parce que, et là, ce sera peut-être plus pour le pouvoir d'achat, ce sera pour l'environnement strictement, mais il y a une dimension qui est intéressante. Et quand on entend ce mariage extraordinaire entre le solaire et la voiture électrique, et cette image qui est prise sur le smartphone, oui, forcément, ça donne envie. Ça parle à presque tout le monde, je pense, et on est aux côtés de toutes ces inventeurs, si je puis dire, de ces chercheurs, de ces entreprises, pas pour faire n'importe quoi, on est bien d'accord, pour accompagner une démarche qui va dans le bon sens, et pour l'humain d'abord, parce que quand on parle de développement durable, c'est bien l'humain qui est au centre, et l'économie, la dimension sociale et la dimension environnementale, elles sont à ce service-là, et elles nous permettent d'aller plus loin. Une question, pardon, Madame Malherbe. C'est le web qui nous la pose. C'est pour vous, André Joffre, puisque vous en parliez, de ces fameuses batteries de voitures électriques qui serviraient à nous créer notre propre énergie. Il y a des enjeux environnementaux, nous dit-on, et de production et de recyclage de ces batteries de voitures électriques. Est-ce que ce n'est pas un frein, justement, à ce modèle que vous nous prédisez ? Oui, non, mais vous avez raison. Il y a vraiment un gros sujet d'environnement, qui se résout, hein, parce qu'évidemment, les fabricants de batteries sont à la manœuvre là-dessus. Vous avez sûrement entendu parler du fameux Airbus des batteries en France, avec donc un gros projet avec Total et PSA, le groupe PSA, qui est dans le nord de la France. Un autre projet près de Douai, avec Renault, qui également développe ça. Et puis, il y a d'autres projets. Il y a 3 ou 4 autres projets de projets de batteries, dont des Chinois qui vont venir fabriquer en France également. Et en fait, tout ça, c'est une nouvelle génération de batteries. Nouvelle génération qui utilise des matériaux différents, qui utilise par exemple du silicium, encore une fois, à la place de certains autres produits. Et donc, on va avoir à partir de 2023 des nouvelles batteries qui, en gros, pour un même poids, pour 1 kilo de batterie, vont stocker 1,5 fois à peu près, 1,5 fois plus d'énergie pour le même prix. Oui. Donc ça, c'est des évolutions très très importantes. Oui, je n'oublie pas non plus
Tesla qui est en train de monter une usine à Berlin, en Allemagne, et qui sera opérationnelle à partir du mois de juillet. Donc, on voit là que les évolutions, autant il y a l'invention, mais il y a aussi les équipements industriels. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à attirer ici, parce que nous ne sommes pas une région industrielle. Hein. Et donc, on voit bien, quand il y a Goodyear qui supprime 1000 emplois dans le Nord, on a tendance à dire, s'il y a une usine de batterie, on va la mettre là pour utiliser les personnels qui ont été licenciés. Quoi. Voilà. C'est ça un peu le drame, je dirais, quelque part de notre région, c'est qu'on n'a pas de pôle de reconversion industrielle, sauf peut-être la région de Béziers, sur lequel il y a quelques projets sur les électrolyseurs, en fait, aujourd'hui. Parfait, c'est parfait pour le mot de la fin de cette table ronde, donc ce développement durable au prisme des énergies renouvelables, les acteurs engagés. Merci messieurs et mesdames d'avoir participé à cette table ronde, la seconde de la journée. On se quitte pour une petite pause déjeuner et puis on se retrouve tous à 14h avec la reprise de notre journée spéciale énergie renouvelable sur l'indépendant.fr et sur le Facebook de l'Indépendant. On reprendra avec une séquence inspirante de Vincent Feuillette, directeur Rénov Occitanie AREC, et après une troisième table ronde qui aura pour thème citoyens, habitants, les énergies renouvelables et moi. Merci, à tout à l'heure.